Coralie, 22 mois, joue les petits poussets dans les bois de Mouilly, dans la Meuse. C'était hier matin. Trompant la surveillance de ses frères, la petite fille s'égare et aussitôt, c'est la panique. 2 heures plus tard, fin du drame. La petite Coralie est retrouvée, saine et sauve, sur le chemin du retour. Il lui reste juste une petite griffe au front qu'elle s'est faite sûrement en tombant. C'est tout. Puis une bonne fatigue. 10 heures hier, Coralie et maman retrouvent papa qui coupe du bois pour chauffer toute la petite famille. Bonjour ma fille. Tu veux ramasser un peu de bois avec toi? Ouais. Alexandre, t'emmènes ta soeur promener sur le chemin. Tu lui tiens la main pour pas qu'elle tombe. Direction la voiture, garée un peu plus loin, où là, Cédric, 3 ans, Alexandre, 6, vont jouer sans Coralie. Oh non, il va gagner! Plus qu'une solution, retrouver la maison. Et je continuais dans le trou et quand je suis ressortie, je me suis aperçue que Coralie était plus là. Notre fils est venu nous retrouver où on coupait le bois. Je lui ai demandé où étaient son frère et sa sœur. Il m'a répondu « Cédric arrive, mais on a perdu Coralie ». Tout le village se mobilise alors, le maire en tête. Mais au bout de 2 heures, le salut arrive de cette camionnette de l'équipement. On est arrivé au pays et puis en faisant demi-tour, on a vu l'enfant dans le chemin qui était là assis par terre. C'est en bas de ce chemin qu'a été retrouvée Coralie après avoir parcouru près de 2 km. Une Coralie très chanceuse, puisqu'après avoir évité les dangers de la forêt, elle a réussi à éviter ceux de la route. Braqueur à 13 ans, c'est l'histoire d'un adolescent dans le quartier Saint-Éloi, à Metz. La victime, une conductrice de bus, l'arme, une carabine à plomb. Le quartier est sensible et habitué aux actes de délinquance, mais cette fois, les chauffeurs de bus ont décidé de cesser le travail durant 2 heures demain. Enquête dans un quartier difficile. Près de la moitié de la population au chômage, un grand nombre de jeunes inactifs, beaucoup de problèmes liés à la drogue. Saint-Éloi connaît les mêmes difficultés que la plupart des cités. Un quartier surtout touché par la petite délinquance. 40% des plaintes déposées au poste de police concernent des vols à la roulotte. Élise habite Saint-Éloi depuis 17 ans. 5 enfants, son travail, elle est veuve depuis 2 ans. Elle aime son quartier mais voudrait le voir évoluer. Il faudrait qu'il y aurait plus de travail pour les jeunes. Autrement, ils ne feraient pas de bêtises, comme on dit. Comme il y a beaucoup de drogués. La drogue, justement, Gérard, 58 ans, y a été confronté. Divorcé, père de 7 enfants, il est aujourd'hui en pré-retraite. Son principal regret, avoir vu son fils touché par ce fléau. C'est honteux. J'en ai marre de voir ça. Et même mon fils, il se droguait et tout. Mais il est encore dessus. Maintenant, il a changé de quartier, alors il se trouve maintenant à Borny, dans le Bronx, là-haut. Beaucoup de jeunes ont trouvé des occupations. La journée Saint-Éloi est plutôt un quartier calme. C'est en fait juste un petit nombre qui contribue à pourrir la situation. À 27 ans, Béatrice a toujours vécu à Saint-Éloi. Elle habite seule avec son fils de 6 ans et elle dénonce la misère. Ici, c'est pour les Rémis, c'est un quartier défavorisé. On n'a pas, vous voyez bien les immeubles, c'est pas, on ne vit pas dans le luxe, quoi. C'est à la suite de l'agression de 2 chauffeurs que le quartier de Saint-Éloi revient sous les feux de l'actualité. Une ligne qui va jusqu'à Borny, 2 quartiers qui rencontrent sensiblement les mêmes problèmes, même si celui de Saint-Éloi reste beaucoup plus calme. Et pendant ce temps, à Rémerin, les Putelanges, les municipales s'annoncent sous le signe des guerres intestines. Le maire est en conflit ouvert avec ses conseillers. Il vient même de retirer sa délégation à l'un de ses adjoints. Il faut dire que celui-ci lui avait accordé une indemnité tout à fait symbolique, 1 franc. Le conseil municipal a bien sûr riposté. Il déclare désormais nulles toutes les décisions du maire. Prochain épisode, lors du scrutin de juin. Vous avez jusqu'au 2 mars minuit pour remplir et poster votre déclaration de revenus. Un exercice qui pour certains relève du véritable casse-tête. Alors comment connaître toutes les ficelles pour s'en tirer au mieux sans transgresser la loi bien sûr? Les inspecteurs sont là pour vous aider et pour élucider tout ce qui vous semble à vous insurmontable. C'est pas compliqué pour ceux qui arrivent à le faire. C'est sûr que c'est mon épouse qui le fait. Alors comment vous avez fait pour remplir votre déclaration? C'est mon mari. Moi je m'en occupe pas. Tant mieux pour cela que les autres se rassurent, la direction des impôts a pensé à eux, à tous ceux qui ne peuvent compter ni sur leur mari, ni sur leur femme, ceux qui se perdent de case en case, de page en page, et enfin ceux qui n'y comprennent vraiment rien de rien. Il y a bien une notice explicative, mais c'est compliqué.
L'année dernière, les impôts de Metz ont reçu la visite de 6000 contribuables plongés dans la plus totale des perplexités. Ils seront certainement encore plus nombreux cette année. Entre 8h et 17h, le flot est quasiment ininterrompu. Vous avez les personnes qui nous font entière confiance, d'autres personnes qui doutent en fonction de la réponse qu'on leur donne, qui n'est peut-être pas toujours celle qu'elles attendent. Alors oui, je vous écoute. Et dans les étages, on s'attend à recevoir au moins 11 000 appels comme l'an dernier. Tout à fait. Les gens téléphonent plus pour information, il n'y a pas tellement de « ah bon, donc j'ai pas le droit », non, il n'y a pas d'énervement. C'est beaucoup plus une information, une demande d'information de la part du contribuable. Mais la grande déferlante, ici on l'attend la semaine prochaine, comme d'habitude, comme chaque année, comme tout le monde ou presque. Le contribuable s'y prendra à la dernière minute, stratagème parfaitement inutile. Disons 95% de nos déclarations sont traitées avant le mois de septembre. Que vous ayez déposé le premier jour ou le dernier jour de la campagne, ça ne change absolument rien. Et puis RTL 9 pense aussi à votre déclaration. Opération spéciale samedi et dimanche. 4 agents des impôts répondront toute la journée au téléphone entre 9h et 19h. Il suffira de composer le 87 56 57 87. Les petits secrets de la politique, signé Catherine Verger. Bonsoir Catherine. Bonsoir Marilène. Alors Édouard Balladur, après-demain, à Nancy, c'est lui qui invite à déjeuner. 800 personnes attendues au Palais des Congrès pour une journée sur la fonction publique. Au déjeuner, on a prévu un buffet tartine. Alors comprenez un buffet à consommer debout préparé par le traiteur nancéen Marco Tullio. Alors l'addition, environ 160 000 francs, sera réglée par le Premier ministre qui ne goûtera même pas aux crudités et aux terrines puisque Édouard Balladur a l'intention de partir de Nancy dès 12h30. Alors toutes ces informations sont gardées top secrètes par la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui a peur peut-être d'écart. En tout cas, on annonce une manifestation de la CGT vendredi, mais c'est le seul, en tout cas, danger qu'on attendrait ce jour-là. Alors parlons maintenant du candidat Balladur. Il a déjeuné hier avec 4 élus lorrains. Le président de la région Lorraine, Gérard Longuet, et 3 députés, Denis Jacquat, Pierre Lang et André Droicourt, faisaient partie des invités hier midi au restaurant du Centre Beaubourg à Paris, donc le beau Centre Beaubourg fermé le mardi d'habitude. Le candidat Balladur avait réuni ses supporters du Parti républicain. Ils étaient une quarantaine de parlementaires et le thème du déjeuner, c'était la campagne présidentielle. Alors justement, encore le présidentiel, les supporters de Raymond Barre commencent quand même à trouver un petit peu le temps long. Oui, Raymond Barre fait durer le suspense. Sera-t-il ou non candidat? En tout cas, à Metz, on continue à tout préparer comme s'il se présentait. Jean-Luc Baule, qui anime l'antenne locale des militants barristes, a lancé récemment un appel pour le soutien à Raymond Barre. Il a reçu en quelques jours une dizaine de lettres. Mais Jean-Luc Baule le reconnaît, difficile de remobiliser les foules depuis que le député du Rhône en 88 a eu donc cet échec à la présidentielle. Le soufflet, dit-il, est un peu retombé. Alors, le doyen des parlementaires lorrains fête ses 80 ans. Vendredi dernier, c'était l'anniversaire du sénateur vosgien Albert Voilquin, un élu qui a été tour à tour député du Parti républicain, chargé des dossiers de défense à l'Assemblée nationale. Il est également maire de Neufchâteau et conseiller général des Vosges jusqu'à l'année dernière. Alors fin septembre, Albert Voilquin arrivera au terme de son mandat de sénateur. Enfin un peu de repos pour cet octogénaire qui gambade quand même avec 2 genoux artificiels. Et puis des ennuis de santé pour Jean-Yves Le Déaut. Plus de peur que de mal pour le député socialiste de Meurthe-et-Moselle qui a quand même dû faire des examens approfondis à la suite d'anomalies cardiaques. Alors au vu de ces électrocardiogrammes, on craignait l'infarctus. Vérification faite à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Les médecins ont été rassurants. Jean-Yves Le Déaut n'a rien de grave, il a même le cœur de quelqu'un de 20 ans. Et dès sa sortie de l'hôpital, le député s'est empressé de prendre sa voiture et de revenir en Lorraine pour inaugurer un bureau de poste en Meurthe-et-Moselle, à Noménie précisément. Évidemment, je ne vous cache pas, il n'avait pas la grande forme. Alors, ça n'a rien d'un proverbe, mais quand un adjoint au maire redevient conseiller municipal, on peut dire que ses indemnités fondent comme neige au soleil. C'est ce qui arrive à Dominique Gros. Il a renoncé mi-janvier pour des raisons politiques à sa délégation d'adjoint à l'environnement à la mairie de Metz. Alors à l'époque, son indemnité était de plus de 10 000 francs. Elle est aujourd'hui de 1 606 francs. Alors une sacrée différence, mais certainement que l'élu a réfléchi avant de se décider aux conséquences de son acte politique. Radical dans les starting blocks pour les municipales. La rentrée politique de la Fédération de Moselle, Radical a triplé ses effectifs de militants en moins d'1 an. Et le mouvement rendu célèbre par Bernard Tapie présentera une liste en juin prochain dans au moins 2 villes du département, une liste donc 100% radicale, à Moyeuvre et Florange.
Et gros plan maintenant sur les deux principaux animateurs du mouvement, Erwin Broom et René Lecard, autrefois adversaires politiques, aujourd'hui dans le même camp. René Lecard qui vient de quitter le PS et qui justifie ainsi son ralliement. J'en avais assez du PS, ça a duré 25 ans. Voilà, merci beaucoup Catherine pour tous ces petits secrets de la politique. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, dans le 40 minutes. Et tout de suite, c'est City. Suite du 40 minutes, l'espoir retrouvé pour le casino de Plombières-les-Bains. Les repreneurs sont venus faire aujourd'hui le tour du propriétaire, mais pour l'instant, aucune promesse précise. 17 ans, noir de peau, il a été abattu hier soir à Marseille. La police recherche des membres du service d'ordre du Front National qui collaient des affiches électorales. Pour bien travailler, il faut être bien installé. Or, dans les entreprises, les bureaux ont tendance à rétrécir. La grande mode, une salle unique pour tout le monde. Rubrique musique ce soir dans le 40 minutes avec le dernier album d'Elton John. La superstar en est à 200 millions de disques vendus à travers le monde. À Plombières-les-Bains, dans les Vosges, on respire enfin après l'annonce de la reprise du casino. Les nouveaux investisseurs sont venus aujourd'hui pour la première fois sur les lieux. Aucun échéancier précis pour l'instant, mais ils espèrent bien relancer une partie de l'activité dès l'ouverture de la saison thermale. Le casino de Plombières, c'est plus de 2000 m² en plein centre-ville, pratiquement inutilisé depuis 2 ans. En découvrant les lieux, le groupe de financiers parisiens qui en a racheté la gérance n'a donc pas été surpris du piteux état intérieur. Sans vouloir préciser le montant de leurs investissements, ils ont promis de tout faire pour rénover au moins la salle de cinéma et celle du cabaret pour l'ouverture de la saison thermale en mai, en étant conscients que cela ne suffira pas pour être rentable. Tout est prévu. Aujourd'hui, pour qu'un casino obtienne des seuils de rentabilité qui permettent des investissements, qui permettent à une commune de se développer, qui permettent d'être un pôle attractif, un pôle d'animation, il faut les machines à sous. Sur ce sujet, les nouveaux investisseurs sont aussi discrets. Ils se disent habitués du milieu des casinos et pensent que leur projet obtiendra les autorisations d'exploitation. D'abord pour la boule, ensuite les grands jeux tels blackjack et roulette, puis les bandits manchots, avec une quinzaine d'emplois au moins. Plombières y croit. Les machines à sous, on les place facilement ici, très facilement. Actuellement, comme vous le voyez, en plein hiver, c'est le calme total. Comme les jeux vont être ouverts tous les jours et toute l'année, ça va certainement créer un mouvement dans Plombières. La réouverture du casino serait une première bouffée d'oxygène pour Plombières. Reste en attente le dossier des thermes, qui n'ont connu aucun investissement important depuis près de 20 ans. Résultat, une chute importante du nombre des curistes, de plus de 8000 à moins de 5000 l'an dernier. Un jeune homme de 17 ans d'origine africaine a été abattu par balle hier soir à Marseille. Il aurait été abattu par des colleurs d'affiches du Front National. 3 personnes sont actuellement en garde à vue. Pour 2 des hommes, c'est le Front National qui les a décidés à se présenter à la police. Le 3e a été interpellé chez lui par la brigade criminelle de Marseille. Il est minuit hier soir dans ce quartier nord de Marseille. Une fusillade éclate entre 5 colleurs d'affiches du Front National et une dizaine de jeunes musiciens noirs qui sortent d'une répétition de rap. Ibrahim Ali, 17 ans, français originaire des Comores, est tué d'une balle dans le dos. Selon un des témoins pris pour cible, les militants du Front National ont tiré sans raison. Il y avait 2 groupes, l'un assurait la sécurité de l'autre. Ils se sont enfuis dans 2 voitures. 9 douilles et des étuis de grenades ont été retrouvés par la police. D'après le propriétaire d'un bar de ce quartier, la R18 du Front National avait déjà été signalée il y a 1 mois et demi lors d'une agression contre des Maghrébins. Roland Dumas remplace Robert Badinter à la présidence du Conseil constitutionnel. L'ancien ministre socialiste Roland Dumas a été nommé par François Mitterrand. Roland Dumas a 73 ans, il est avocat, il a été 2 fois ministre des Affaires étrangères. Il est nommé pour 9 ans, il restera à la présidence du Conseil jusqu'en l'an 2004. Son travail consistera à contrôler les lois votées par le Parlement. Charles Pasqua, toujours silencieux. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, le ministre de l'Intérieur n'a fait aucun commentaire sur les écoutes illégales dans le dossier Schuller-Maréchal. Charles Pasqua n'a pas répondu aux questions sur son éventuelle démission. Édouard Balladur affirme qu'il continuera à jouer un rôle important dans sa campagne électorale.
Le Monde révèle une affaire d'espionnage mettant en cause la CIA. Selon le quotidien, la France a demandé le rappel de 5 Américains en poste à Paris pour ingérence. Ils auraient pratiqué l'espionnage économique et politique depuis 2 ans. Édouard Balladur a confirmé implicitement cette information. À tous ceux qui s'apprêtent à passer cette soirée en notre compagnie sur RTL 9, voici les rendez-vous à noter pour les heures qui viennent. À 20h30, ce sera le dernier point de l'actualité de cette journée. Studio Info présenté par Nicolas Albrand. Ensuite, à 20h40, Les Disparus, c'est un téléfilm américain inspiré d'une histoire authentique, celle d'une jeune missionnaire tuée au Salvador en 1980, avec 3 autres religieuses américaines dans le rôle principal, Melissa Gilbert. 22h25, Un monde merveilleux, l'actualité insolite de la semaine avec Nicolas Albrand et Valérie Géhin. Et puis à partir de 22h30, Lady L, c'est un film américain réalisé par Peter Ustinov avec une éblouissante distribution. Sophia Loren, Paul Newman, David Niven, Philippe Noiret et Michel Piccoli au générique. Voilà, j'espère que vous passerez avec nous d'agréables moments. Excellente soirée à tous et à demain pour un autre 40 minutes.